Et puis notre invité ce mercredi est un des meilleurs spécialistes européens de l'hypnose. Le docteur Éric Merlot nous racontera comment cette pratique, qui suscite encore de nombreux fantasmes, est parvenue petit à petit à se faire une place dans le monde médical pour soigner le stress, les douleurs, les addictions. Peut-on tous être hypnotisés? Quelles sont les conditions pour que l'hypnose produise des résultats? On en parle dans un tout petit instant. Un petit souvenir d'enfance pour lancer notre prochaine séquence. Aie confiance, crois en moi, que je puisse. Et confiance, crois en moi, scène mythique du livre de la jungle et qui nous donne un petit indice sur la thématique que nous avons choisi d'aborder ce soir avec notre invité. Bonsoir, docteur Éric Merlot, venez nous rejoindre. Vous êtes neuropsychiatre, formateur en hypnose thérapeutique, président également de l'Institut de Nouvelle Hypnose. Alors, c'est une pratique qui suscite encore de nombreux fantasmes que vous tentez de démonter, Éric Merlot, depuis 35 ans maintenant. Expliquez-nous, votre déclic, ça a été quoi? Alors, le déclic, ça a été que j'ai choisi la médecine, notamment parce que je souffrais de migraine ophtalmique depuis que j'étais enfant. Et évidemment, j'en avais un peu marre de prendre des médicaments tout le temps, donc je m'intéressais au versant psychologique, disons, de ce problème. Et puis j'ai fait un stage, un de mes premiers stages de médecine à l'hôpital universitaire de Genève. Et là, mon premier cours a été donné par un psychiatre et c'était un cours d'hypnose. Du coup, après le cours, j'ai demandé à ce prof s'il pouvait traiter mes migraines, ce qu'il a pu faire en 2 mois. Donc, je suis rentré en Belgique, j'ai pu diminuer mes médicaments et puis les stopper en quelques mois. Mmh. Pourtant, on entend tout le temps dire aujourd'hui que c'est très compliqué de soigner la migraine. Oui, comment ça se fait que tout le monde ne fait pas de J'ai traité l'hypnose? beaucoup de migraineux depuis. Comment ça se fait que tout le monde ne fait pas de l'hypnose aujourd'hui si c'est si efficace On devrait, pour traiter je pense, ce genre de pathologie? énormément de choses. On peut effectivement traiter énormément de choses par hypnose, oui. Pas seulement des problèmes psychosomatiques, des problèmes somatiques, on traite la douleur, ça on le sait bien, mais on peut traiter plein de problèmes psychologiques et même psychiatriques. Est-ce que si on ne traite pas plus ce type de pathologie par l'hypnose, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de fantasmes autour de cette pratique? Oui, en fait, c'est à cause des spectacles d'hypnose. Donc, vous savez que l'hypnose est née dans l'histoire de la médecine. Ça a été découvert par des médecins au 19e siècle. Et puis, malheureusement, des artistes ont utilisé le côté un peu show, démonstratif. Mesmer n'est pas votre copain, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, oui, normalement, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, ça a déjà été interdit en Belgique parce qu'on ne peut pas faire des spectacles avec une technique médicale, tout simplement, parce que ça la discrédite. Il y a plein de gens qui n'osent pas faire de l'hypnose parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être des pantins. Et ça donne cette image de la manipulation. Oui. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on a choisi, il est amusant, le livre de la jungle, mais ça parle aussi de manipulation. Et confiance, crois en moi, c'est un serpent qui le dit pour manipuler sa proie. Tout à fait. Et je donne justement à mes élèves, je montre cette séquence pour montrer ce que c'est que l'hypnose traditionnelle qui fait peur, où l'intérêt n'est pas l'intérêt de Mowgli. L'intérêt, c'est le serpent qui veut manger Mowgli. L'intérêt d'un hypnotiseur de spectacle, c'est de faire de l'argent en utilisant les gens comme Kobe, comme pantin, pour faire rigoler les gens ou pour impressionner les gens. Donc, la différence avec l'hypnose médicale, c'est que nous, on travaille dans l'intérêt de notre patient. Et donc, on va mettre l'hypnose au service du patient. Il va se sentir d'autant plus libre. Et alors, je montre un extrait, justement, de Walt Disney aussi, de Mary Poppins. Mary Poppins endort ses 2 petits protégés par hypnose, mais une hypnose moderne. Et dans l'intérêt de ces enfants parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. Il faut voir cette séquence, c'est vraiment de l'hypnose thérapeutique. Oui, ça m'intéresse doublement ce que vous dites parce que je souffre aussi de migraine ophtalmique, mais j'ai jamais eu recours à l'hypnose. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il faut des prédispositions particulières pour justement être sensible à l'hypnose? Pas du tout. Il faut juste ne pas être parano ou schizophrène. Et pouvoir faire preuve de lâcher prise, sans doute aussi. Tout le monde est capable. Alors les gens qui ne savent pas lâcher prise, c'est justement une bonne indication. Il est grand temps qu'ils apprennent à lâcher prise avec l'auto-hypnose. Ils vont guérir un tas de choses grâce à ça. Pour comprendre ce qu'est l'hypnose, vous dites qu'en fait,
C'est quelque chose de très naturel qu'on fait tous, en fait, à différents stades de sa vie, sans le savoir, qu'on ne nomme pas nécessairement hypnose, mais qui est de l'hypnose. Expliquez-nous ça. Exactement. En fait, notre cerveau fonctionne pendant la journée comme pendant la nuit, à part que c'est inversé. Donc pendant la nuit, on dort 70 minutes et puis on fait des rêves pendant 20 minutes. On appelle ça le sommeil paradoxal. Pendant la journée, on a une tendance à ressentir des modifications de notre état de conscience, de nouveau, toutes les 90 minutes, pendant parfois 5 minutes ou 20 minutes, où on est distrait. Parfois, on est fatigué, on a un coup de pompe. Alors, on se prend des substances ou du café, etc., pour se stimuler. Un chocolat. Malheureusement, alors qu'en fait, c'est un moment où le cerveau se coupe des stress extérieurs et se ressource. On a besoin en fait de moments de pause comme ça pendant la journée pour se ressourcer. Et les gens qui ont des troubles psychosomatiques sont justement des gens qui sont tout le temps dans le contrôle, qui s'interdisent ce lâcher prise là, alors qu'en fait notre cerveau a besoin de ça. Et dès le début de la vie, en fait, la première auto-hypnose de la vie qui est très profonde, c'est la tétée. C'est quand le bébé, quand vous avez été bébé et que vous avez tété le sein de votre maman ou son biberon en tout cas, on est dans une sorte d'état nirvanesque, on est vraiment dans un état de fusion avec sa mère, qui est à la fois une sécurité par rapport au monde extérieur, c'est aussi une sécurité affective, puisqu'on se sent, c'est le début de l'amour, et puis c'est une sécurité intérieure, puisqu'on découvre que la nourriture vient calmer la souffrance de la faim. Et donc la tétée, c'est vraiment un moment d'hypnose. La tétée, c'est un moment, oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on hypnotise des bébés en leur faisant téter quelque chose. Donc ça permet, par ce petit mouvement répétitif, de déclencher une auto-hypnose très profonde. Il peut y avoir une grenade qui explose 200 mètres à côté, le bébé il continue à téter parce qu'il est en fusion totale avec sa maman. Il est dans une auto-hypnose profonde. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette confusion entre alimentation et sécurité va produire, par exemple, les troubles boulimiques. Donc les personnes qui font des crises boulimiques ou des hyperphagies sont des gens qui ont besoin de se sécuriser par cet acte alimentaire. Mais en fait, cet acte alimentaire, il ne fait que modifier l'état de conscience, rappeler, grâce à cette auto-hypnose alimentaire, ce sentiment de sécurité. Et du coup, on tombe dans une dépendance. On est dépendant de la nourriture pour se sécuriser. Et comme ça ne marche pas longtemps, on y recourt. Et puis, on exagère et on finit par avoir des problèmes de santé. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'hypnose est beaucoup utilisée pour traiter la boulimie, l'obésité. Ça produit des résultats qui sont assez spectaculaires. Exactement. Quand on consulte quelqu'un qui pratique l'hypnose, comme vous, mais aussi grâce à l'auto-hypnose. Alors, ça demande peut-être un petit peu plus d'entraînement, mais on parle beaucoup d'auto-hypnose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la différence? Oui, donc en fait, nous donnons des cours d'auto-hypnose justement pour que ce soit accessible à tout le monde et pour que les gens se rendent compte qu'en fait, on n'est pas hypnotisé par un thérapeute, on rentre en auto-hypnose parce que le thérapeute vous guide. Mais en réalité, le thérapeute est juste un guide, comme un guide de montagne qui vous initie à la montagne, qui vous dit comment on marche sur un glacier, comment on arrive à un sommet, mais c'est pas le guide de montagne qui marche, c'est le patient, enfin c'est le client. Et ici, chez nous, c'est la même chose. Donc notre patient, on se rend compte, parce qu'on fait toujours un entretien avant de faire de l'hypnose, pour voir comment il fonctionne. Et puis, on va se rendre compte, grâce à ça, de ses moyens à lui de rentrer en auto-hypnose. Et tout le monde le fait. On est dans sa bulle quand on est sur l'autoroute, on peut penser à autre chose. C'est déjà de l'auto-hypnose. On peut en sortir alors facilement? Ah, très facilement. Ah, ok. Quels sont les résultats les plus spectaculaires, Dr Merlot, que vous avez obtenus, vous, dont vous avez été témoin ou dont vous avez pris connaissance grâce à l'hypnose? Alors, au niveau statistique, le plus évident, c'est nos groupes pour arrêter de fumer. Donc là, on obtient à peu près 95% de réussite, ce qui est énorme. Et quand on fait les statistiques un an après, puisqu'il y a quand même des rechutes, on est encore à plus de 80% de réussite. Donc ça veut dire effectivement qu'on arrive à libérer des toxicomanes, puisque la nicotinomanie est une toxicomanie, c'est même la deuxième toxicomanie, puisque c'est une drogue dure. Et donc on a des résultats extraordinaires, des gens qui fumaient leurs 3 paquets depuis 25 ans, 30 ans, j'ai aidé une dame de 72 ans récemment, donc là, pour les addictions de manière générale, c'est comme c'est un tout ou rien, c'est facile évidemment à évaluer.
Pour les problèmes de poids, c'est plus difficile au niveau statistique, mais on a parfois des personnes qui souffraient de boulimie, donc qui faisaient des crises de boulimie avec vomissement 3 fois par jour depuis 15 ans, et qui en 3 séances découvrent, grâce à l'auto-hypnose, aux ateliers d'auto-hypnose et aux séances individuelles, découvrent qu'ils peuvent tout à fait s'en passer et qu'ils peuvent faire de l'auto-hypnose positive à la place de leur auto-hypnose négative. Ils doivent continuer, ils doivent s'entraîner s'ils arrêtent l'hypnose. Alors parfois, je vois le mot déclic. C'est vraiment ce que les patients racontent. C'est un déclic libérateur. Tout d'un coup, ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de faire leur crise de boulimie. Il suffit qu'ils fassent une auto-hypnose positive ou qu'ils déclenchent un ancrage. C'est un courant de la psychiatrie, en tout cas, qui se développe beaucoup, qui n'est pas encore vraiment étudié. En tout cas, dans les cours de médecine, il n'y a pas encore vraiment de... Si, par exemple, en Suisse, c'est ça. Mais en Belgique, ont des cours d'hypnose. En Belgique, Et en Belgique, j'ai donné des cours aux dentistes pendant des années. Mais ça commence. Voilà. En tout cas, c'est un courant de la psychiatrie qui se développe, qui est de plus en plus accepté par le monde médical et on l'entend qui produit des effets souvent assez spectaculaires. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je signale à ceux que ça intéresse qu'un colloque est organisé à l'ULB le 23 avril, qu'il y aura de nombreux experts sur le sujet qui viendront en parler. Merci, Docteur Merlot, d'être venu dans notre studio.